Je me retire en arrière et je me dis, mais je vais où ? Je vais où ? Je n'ai pas de ligne d'arrivée. Alors j'ai plein de ressources pour y arriver, mais je sais pas où je vais. Je pense que quand on est entrepreneur, la première chose, c'est un métier, une fonction, une casquette dans laquelle on est hyper couteau suisse. Et avec mon associé, pendant 2 ans, on a fait des projets pour 200, 300 personnes dans la cuisine de mes parents. Je pense que tu en es au stade où tu comprends que là, tu sais où tu dépenses ton énergie, ton temps et ton argent, où tu l'investis. Il faut accepter qu'on peut pas être bon aussi dans tous les domaines, donc il faut s'entourer de gens qui sont meilleurs que soi. Quand bien même je serais douée à faire ça, il faudrait que j'y passe ma vie pour le faire, quand même en étant douée. Et c'est qu'aujourd'hui, ça me convient plus. Et si je veux des résultats différents, il va falloir faire quelque chose de différent, quoi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomato Talks et aujourd'hui j'accueille Louise Depoix, donc cofondatrice de la Maison des Michel à Paris, localisée à Paris, cuisine bistronomique, remettre au jour le goût de nos grands-mères, c'est ça, si je me trompe pas. La cuisine de nos grands-mères. La cuisine de nos grands-mères. Et merci d'être là déjà, parce qu'on s'est rencontrés hier, donc faut le dire. Mais en tout cas, merci vraiment d'être là, finalement, de ta flexibilité aussi, et d'avoir pris l'occasion de partager aussi un petit peu ton parcours et ton histoire ici, avec moi. Merci à toi, Cindy, de m'accueillir sur ce podcast. Avec grand plaisir. Et en plus, si on veut justement déjà expliquer qui tu es, d'où tu viens et pourquoi la Maison des Michel, on aurait un peu envie de te demander, ok, d'où tu as commencé, alors que je crois que toi, tu n'étais pas du tout dans la resto à la base. Pas du tout, ouais. J'ai commencé, j'ai grandi à Paris toute ma vie, donc pure souche parisienne avec un peu de sang corse, Okay. des montagnes, de ma maman, et non, pas du tout dans la cuisine à la base, même si grosse appétence pour la cuisine parce que famille méditerranéenne, donc on aime bien les grosses tables, on aime bien accueillir beaucoup de monde, on aime bien faire la fête, on adore recevoir, donc ça a toujours été quelque chose qui était au centre de ma vie. Mais j'ai donc fait un petit voyage au Liban, pays dans lequel j'ai habité pendant 4 années de ma vie, où j'ai fait la grande majorité de mes études. Et petite claque, retour du Liban après l'explosion du 4 août 2020. Et où, à mon retour à Paris, j'ai décidé de suivre une voie qui me plaisait vraiment sincèrement, et j'avais envie de prendre une petite année de pause, prendre un peu de recul sur ma vie, et j'ai décidé du coup de passer un CAP cuisine en ligne avec l'atelier des chefs, que j'ai préparé en 1 an. Et où j'avais besoin un peu de ma petite carotte, et du coup j'organisais des dîners chez moi pour m'entraîner pour mon CAP, où je recevais 3 fois par semaine 10 à 12 personnes qui parfois étaient même des inconnus. J'avais créé un doodle et ça a pris grave de l'ampleur, ça a trop bien marché, et j'ai eu mon CAP même en moins d'1 an en vrai, que j'ai passé en candidat libre. Et là je me suis rendu compte que tous les jours quand je préparais ces dîners, mais j'étais la fille la plus heureuse du monde. Et je me suis dit, mais pourquoi pas suivre cette voie ? Et donc, j'ai continué dans cette voie assez rapidement en vendant mes services de chef à domicile. Et grosse appétence pour la voile, où je passais la plupart de mes vacances en Bretagne. Pour être un peu dans le cliché, peut-être un petit peu de mon enfance, mais j'assume pleinement. Et du coup, par opportunité, je me suis retrouvée à accompagner des marins dans la course au large. Donc, course au large, Route du Rhum, Vendée Globe. Mais moi, je suis allée vers la Solitaire du Figaro, qui est une course étape, où j'ai accompagné pendant toute une étape plusieurs étapes de course, du coup, un marin qui, l'année d'après, où j'ai continué à faire ça, a gagné la Solitaire. Et donc, ça a été vraiment une expérience de dingue, parce que je réunissais vraiment 2 passions, et j'avais un job où c'était jamais la même chose, et je faisais vraiment du bien à quelqu'un. C'était fantastique, et je bossais avec des nutritionnistes. Je devais aller chez chaque producteur. Du coup, j'étais dans le Morbihan et j'allais accompagner... sourcer mes produits auprès de la petite ferme du coin, le petit boulanger du coin qui faisait le bon pain au levain. Donc, j'ai appris plein de choses. Et ça m'a donné envie de continuer. Puis, je voyais que ça marchait bien, que les gens étaient hyper contents. Après, j'ai bossé pour un trimaran, pour une écurie de course d'un trimaran assez connu, pour qui j'ai fait plusieurs prestations où je faisais vraiment la bouffe pour tout le monde, pour 14 personnes, les mecs des bureaux d'études, les mecs qui partaient en mer. Donc, j'avais tout le temps des contraintes. Et
ça, moi, j'adore, en fait, travailler dans la contrainte. C'est vraiment quelque chose que j'aime ça va, profondément. la restauration, du coup, ça te plaît bien. Ouais, mais en plus de ça, j'avais le côté hyper nomade, en fait, où bien c'était sûr. tout le temps des projets différents, des gens différents, donc j'étais jamais dans ma zone de confort. Et puis, faut dealer aussi avec des personnalités Parce que du coup, différentes. quand tu accompagnes les marins, excuse-moi, je te coupe, mais je m'intéresse, quand tu accompagnes les marins, tu leur préparais tout leur plat, là, c'est ça? Exactement, c'était les repas donc pour quand ils partaient en mer. Voilà, Donc c'est souvent, ça. c'était des étapes de 2-3 jours. Donc, on leur fait un peu de nourriture sous vide pour qu'ils puissent se nourrir quand ils sont en mer, sachant qu'eux, ils doivent se concentrer sur leur performance et que nous, on est là pour leur apporter du réconfort. Hein. Faut se dire que les mecs, ils sont dans un truc... C'est ils clair. dorment pas dans un lit, hein. C'est pas des bateaux habitables, c'est des bateaux de course. Donc, c'est hyper technique. Le poids doit être le plus léger possible parce qu'on est vraiment sur une performance de course. Donc, le but, c'est de leur apporter le réconfort, le maximum de réconfort possible parce que la nourriture, c'est limite le seul plaisir qu'ils ont quand ils sont en mer. Puis à la fois de performance aussi. Exactement. Au niveau de la santé, etc. quoi. Complètement. Et il y a beaucoup de marins, moi j'ai vraiment constaté ça aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui se nourrissent hyper mal. Et moi quand je voyais les paniers de courses de d'autres marins qui partaient avec leur chariot sur le bateau, j'avais envie j'avais envie d'hurler, quoi. Je voyais des trucs, c'était impressionnant, mais du coup on discute après, puis on se rend compte que y a une petite niche aussi là-dedans. Il y a plein de sportifs qui ont besoin d'être accompagnés sur ces sujets. Et puis je me rappelle d'une discussion avec Corentin, le marin que j'accompagnais, où je lui disais mais gars, t'es un putain de sportif de haut niveau, genre il faut bien te nourrir, quoi. Et je lui demandais toujours quand il rentrait de course, du coup moi j'étais dans les apparts dans lesquels ils se reposaient avec leurs préparateurs techniques et tout. Et la première question que je lui posais, je me rappelle, je lui avais demandé quand je préparais les menus, c'est quoi tes 3 plats préférés, des plats vraiment qui t'apportent du réconfort. Et quand t'es devant, on parle pas de bistronomie, on parle pas de technicité, on parle d'émotion, on parle de quelque chose, je sais pas, le plat que te faisait ta mère ou ton père quand t'étais petit, ou le plat que tu partages avec ta meuf ou ton mec que t'es trop content de manger. Et je me rappelle, je crois que lui, c'était un curry de volaille ou quelque chose comme ça. Et le granola aussi, un granola, je me rappelle qu'il me demandait pour le petit-déj, et où j'avais demandé à sa copine ce qu'il aimait. Et puis c'est les petits plaisirs, en fait, quand ils rentrent, qu'ils ont froid, ils ont le moral dans les chaussettes parce qu'ils n'ont pas fait la performance qu'ils voulaient et tout. Enfin voilà, franchement, ça a été une expérience qui a énormément bousculé ma vie et les choix que j'ai fait en cuisine, et qui m'a vraiment donné envie de continuer ce métier. Après, j'avais un petit peu moins envie de bouger, peut-être un peu plus envie de stabilité. Et du coup, je suis restée à Paris parce que j'avais aussi, pour la réalité un peu des dessous, quand on fait une école de commerce, moi personnellement, j'avais un gros emprunt étudiant. Du coup, j'avais pas trop le choix que de devoir monter mon entreprise parce que les salaires de la resto quand on commence, et puis quand on commence en bas de l'échelle, parce qu'en cuisine, quand on n'a pas fait d'école de cuisine et 10 ans de cuisine, on commence commis de cuisine. Et moi, les salaires du marché du travail qui m'étaient proposés ne me permettaient même pas de couvrir mon emprunt étudiant, donc plus un loyer, etc. J'ai été un peu contrainte finalement de devoir monter mon entreprise, mais si je devais le refaire, je le referais de la même manière. Et ça m'a obligée à sortir des sentiers battus et à être créative et trouver des solutions pour gagner ma vie rapidement. Donc, j'ai envie de dire, l'entrepreneuriat, c'est 2 trucs. C'est où tu rentres pas dans les cases, ou effectivement, c'est quelque part, t'es contraint de devoir gagner ta vie, et donc ça te crée la rage d'avancer et de faire des choses. Et en plus, quand on a la créativité, etc., avec soi, c'est plutôt cool, généralement. Ouais, et puis je pense qu'il y a, en effet, comme tu dis, il y a ce truc de pas avoir le choix. Et moi, je suis quelqu'un qui avait vraiment... je suis quelqu'un qui me bat énormément pour les valeurs que j'ai envie de défendre, mes projets, l'ambition, ma place en tant que femme dans l'entrepreneuriat, etc. Et ça, on peut en parler pendant des heures, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. C'est vrai. Mais il y a ça, et puis je pense qu'il y a aussi quelque chose qui vient, mine de rien, peu importe le milieu d'où on vient, la manière dont on a grandi, les chances qu'on a eues dans la vie. Il y a une histoire de légitimité aussi qui rentre très très vite en jeu, et qui, moi, a été un combat assez fort, et où je me réveillais tous les matins en me disant non, t'es légitime de faire ce que tu fais. Et à chaque fois que j'avais un retour d'un client qui me disait on a adoré la prestation, on est trop contente, et où le bouche à oreille se met en place et on voit que ça fonctionne bien, qu'on remplit un resto, parce que j'expliquerai un peu après comment je suis arrivée du coup vraiment dans la restauration, de monter un resto. Mais au début, moi, pendant 3 ans, j'ai vraiment été full nomade, à bouger un peu partout en France, avec la particularité de sourcer tous les produits que je travaillais
travaillait autour des lieux des événements dans lesquels j'officiais. Mais ça devait être quand même du taf énorme, enfin, en termes d'anticipation. Ouais, c'est un taf de malade. Tu t'avais signé l'événement avant d'y aller, et donc une fois que tu y vas, tu dois trouver les producteurs. C'était la promesse que je délivrais aux gens, donc il n'était même pas question de faire autrement. Alors, expérience là, d'un point de vue client, d'un point de vue entrepreneur... Très compliqué. Oh ouais. Très, très compliqué. Après, je suis hyper fière aussi. Enfin, je délivre la promesse vendue. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait énormément de bien aussi aux gens où on les prend pas. Enfin, moi, je prends pas mes clients pour des cons. Et à partir du moment, c'est un challenge, certes, de promettre ça à un client. Mais j'ai rencontré énormément de producteurs. J'ai rencontré énormément de... Enfin, j'ai fait des magnifiques rencontres. Et il faut se dire aussi que... Alors, bon, je respectais pas forcément toutes les bonnes règles d'hygiène et tutti quanti, mais je cuisinais chez les clients où pendant 3 jours, je faisais goûter aux clients ce que je faisais. Et je vous parle de ça pour des mariages et où on l'a fait aussi avec mon associé sur des mariages et où ça, franchement, l'expérience pour le client, elle n'a pas été la même. Et c'est des rencontres, honnêtement, c'est clair. Ça bouleverse ta vie et là où t'emmènes ton projet, quoi. Ça te donne encore je pense plus la niaque d'y arriver. On a besoin de sortir des cases là. Il y a trop de cases. Il y a trop de cases. On nous met aussi énormément, quand on a cette casquette, je trouve, d'entrepreneur et de chef, où on est aussi rattrapé. Donc, je parlais de légitimité tout à l'heure, mais aussi de nos... Enfin, en tout cas, je parle pour moi, de ma famille. On nous dit, non, mais attends, tu vas pas aller faire de la cuisine, tu vas jamais gagner ta vie et tout. Et moi, il y a aussi ce combat que j'ai voulu mener. Alors, mes parents, mes potes, où tu grandis dans un milieu où tu vois tes potes partir en entrée d'école, sortie d'école de commerce, tout le monde gagne... minimum 50 000 euros par an, tu te sens aussi un peu comment dire, c'est compliqué, quoi. Le discours avec tes potes, il est compliqué, puis tu as envie de prouver aussi aux gens que tu peux y arriver, puis tu as envie de te prouver à toi-même, à tes parents que tu peux y arriver. En fait, même si je sais que ça va être compliqué, je vais tout mettre en œuvre pour y arriver parce que j'ai toutes les clés pour y arriver. Et c'est là où on pourrait rebondir sur un autre sujet d'atteindre ses limites quand on a l'impression qu'on a tout pour y arriver, mais qu'en fait, on n'a jamais tout pour y arriver. On a quelque chose à la base, on a tout en soi pour y arriver, ça, oui, en tout cas, pour avoir l'élan de départ. Et on a de la compétence. Enfin, toi, t'es sortie de promo aussi, tu savais compter, enfin, voilà, je veux dire, et puis alors, le côté CPF, là, pas CPF, qu'est-ce que je raconte? Attends, je vais la refaire, celle-là. Le côté d'apprentissage en ligne de ta formation de CAP de cuisine. Ouais. C'est fou parce que t'es la deuxième personne que je connais. J'ai un chef, le chef qui fait partie aussi de la communauté Bistrobiz. C'est un ancien banquier qui s'est formé en ligne, quoi. Aujourd'hui, il fait des prestations de 700 couverts. Voilà, quand on veut, on peut. En tout cas, ça, c'est certain. Mais complètement. Ça, c'est certain. Et quand on a la passion. Et après, t'as ce côté où, effectivement, oui, tu construis au démarrage et ce que tu fais au démarrage te permet d'arriver quelque part. Mais il y a un quelque part où, si c'est où tu restes à ce quelque part, tu stagnes ou tu régresses, ou tu veux continuer d'évoluer. Et c'est là que ça devient très challenging, je pense. Et c'est plutôt à toi de nous partager ça, mais de ce que je ressens, et moi, ça l'a fait pour moi aussi, et ça le fait encore pour moi aussi, dans le côté où, quand on est nos propres créateurs en tant qu'entrepreneur, on crée nos propres règles, et bizarrement, on se dit, c'est comme ça que ça marche. Il y a un truc qui se passe où c'est nous-mêmes qui avons créé ça, mais comme si après, c'était une normalité. Et en fait, il va falloir se dégager de cette normalité qu'on s'est créée, cette mini-zone de confort qui est en plus parfois pas forcément très confortable. De ouf pour évoluer. Et donc, il y a quelqu'un, peut-être d'autre, ou soi-même, où on est obligé de se dire, peut-être, oui, ce que je fais là, en fait, c'est pas ouf. Ou c'est plus ouf. C'est pas que ça l'a pas été, mais c'est qu'aujourd'hui, ça me convient plus. Et si je veux des résultats différents, il va falloir faire quelque chose de différent, quoi. Mais voilà, là, j'ai partagé mon point de vue de ce que je ressens aussi, mais c'est vrai que j'aimerais bien que, si tu y arrives, en tout cas, toi, justement, parce qu'on s'est rencontrés hier, je pense, pour cette raison-là aussi, où tu as réservé un appel, au final, je t'ai appelé, je t'ai dit, je suis sur Paris, tu sais quoi, faisons-la en face à face, plus sympa. Un appel que j'aurais pu faire durer 30 minutes, au final, a duré 2h30 sur place. Et comme tu dis, on rencontre des super personnes, et c'est aussi ça qui fait le chemin. 3h30. Tout à fait. Donc, merci de l'avoir soulevé. En tout cas, j'espère que ça t'a apporté à la fois des réponses à tes questions
que ça t'a rassuré aussi, évidemment. Et puis de sentir que ça apporte aussi d'autres solutions, parce que pour rebondir du coup sur ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, on rentre dans une zone de confort où du coup, nous, on a monté un traiteur, on a commencé par le traiteur parce que on n'avait pas les moyens d'acheter un resto, que moi, il y avait pour 1000 raisons, je voulais pas de restaurant. Et que j'étais très bien dans cette vie de très libre, nomade, où au bout d'un moment, tu t'es même en capacité de refuser certains projets parce que t'as le choix dans tes projets. Donc c'est un vrai luxe c'est clair. Qu'on a réussi à acquérir quand même relativement rapidement et aussi à se rémunérer assez rapidement parce que pour pareil, la petite histoire, on a commencé... je vais pas me prendre pour Steve Jobs, mais j'ai commencé dans la cuisine de mes parents, qui n'étaient pas très souvent là, et où du coup, j'avais aménagé toute la cuisine de mes parents, et avec mon associé, pendant 2 ans, on a fait des projets pour 200, 300 personnes dans la cuisine de mes parents. Donc, en respectant des règles d'hygiène, avec des frigos pro, on avait tout aménagé, mais je veux dire, je payais pas un labo en plein cœur de Paris. Enfin voilà, j'ai eu beaucoup de chance aussi, et on a eu beaucoup de chance quand on s'est lancé, de créer un business qui a été très rapidement rentable, mais pas avec les bonnes réalités. Ouais. Et j'entends par là les vraies charges d'un laboratoire, pareil, ma voiture, c'était la voiture de la famille. Enfin, et je trouve que je veux partager ça parce que je pense que c'est hyper important et j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui se reconnaîtront dans ce que je dis. C'est que moi, j'avais l'impression que c'est la réalité que j'ai construite pendant 3 ans. Ou même si on m'a mis en garde en me disant attends, mais Louise, quand tu fais tes tableaux de tes prévisionnels, etc., prends en compte la réalité de la vie, pas la réalité que toi tu vis en ce moment. C'est que ça, c'est pas quelque chose qui dure éternellement parce que tu grandis, ton projet il grossit, il prend un tournant. Tes parents vont peut-être revenir de vacances. Voilà, mais mes parents, à un moment donné, ils sont bien gentils, mais même si, ils étaient hyper contents et je pense que vraiment, sans eux, et je les remercie franchement hyper profondément parce que sans eux, j'en serais pas là aujourd'hui et sans tout le soutien de tous les gens qui nous ont fait confiance au démarrage aussi, parce que j'ai aussi une grande fierté, c'est de dire que sur le traiteur, on n'a jamais prospecté. Jamais. Ça a été que du bouche à oreille. Et franchement, sur des projets de malades, où pareil, grosse fierté, mais il y a 1 an et demi, on nous a appelés pour faire le déjeuner des 101 femmes de Matignon, de 100 femmes entrepreneurs qui allaient pitcher à Matignon. Ça, franchement, c'est des trucs, j'en ai la chair de poule en le disant, mais c'est des projets quand t'as 2 ans d'existence et que tu cuisines dans la cuisine de tes parents. En vrai, je suis hyper fière de ce qu'on a fait. Tu peux, mais grave. Et voilà, et je l'ai fait avec... on l'a fait à 2, je l'ai pas fait toute seule, avec Lucie, que je remercie aussi de vive voix sur ce podcast. Et donc, il y a 6 mois, on a ouvert un resto avec Lucie en plein cœur de Paris, dans le 2e arrondissement. Et là, justement, finalement, toi qui ne voulais pas de resto, ça vient de toi ou ça vient de ton associé à ce moment-là, cette envie d'ouvrir finalement enfin la réalité d'un restaurant? Mon associée, elle venait plutôt, avait fait ses armes en cuisine, a fait ses armes en cuisine dans un bistronomique à Paris. Et elle avait un côté où elle avait besoin plus de se poser que moi dans un lieu. Je pense que c'est arrivé dans un moment où c'est comme dans un couple, il faut faire... je parlerai pas de concession, mais si on a envie d'avancer ensemble dans un projet, il faut accepter aussi de suivre les envies de l'autre. Donc c'est vraiment parti de ça et on est une équipe, donc on s'est tapé dans la main pour se dire on prend les risques ensemble, on monte ce projet ensemble, on rentre dans des démarches ensemble pour monter ce projet. Puis pour monter un projet à Paris aujourd'hui, honnêtement, faut avoir les reins solides. Quand on voit, on est 2 nanas dans l'entrepreneuriat, donc pareil, sans rentrer dans le cliché, mais t'arrives pour négocier un fonds de commerce, on te regarde, on te rit au nez, t'as 27 balais, on se dit c'est quoi ces 2 petites filles à papa, elles sont, c'est qui ces meufs, on a envie de t'entourlouper dans tous les sens, et puis toi t'es là, tu défends un peu tes trucs, t'es quand même bien entouré parce que pareil, c'est une grande chance, mais on avait un pote avocat, on était entouré de plein de gens qui nous ont aidés aussi à monter ce projet, que je remercie aussi du fond du cœur. Mais sans ça, on n'aurait pas pu négocier comme ce qu'on a réussi à faire. Et puis, on serait peut-être pas allé aussi vite. Pareil, dans trouver un courtier qui nous a fait gagner du temps, parce que quand on commence à faire des dossiers à la banque, mais on s'arrache les cheveux, en fait. Et qu'on a un autre business à gérer à côté, tu trouves plein de solutions pour te faire gagner du temps. Et là, je vais arriver plus sur le sujet de... C'est le beau côté de l'histoire, mais il y a aussi eu des grosses difficultés dans notre projet. C'est que
là, je voudrais vraiment parler de ça et je pense que c'est un sujet qui te touchera et j'espère que ça te fera... Enfin, j'imagine que ça te fera aussi... Enfin, ça résonnera en toi, mais je pense que quand on est entrepreneur, la première chose, c'est un métier et une fonction, une casquette dans laquelle on est hyper couteau suisse et du coup, on fait un peu tout. On s'éparpille aussi un peu parfois et faut accepter qu'on peut pas être bon aussi dans tous les domaines, donc faut s'entourer de gens qui sont meilleurs que soi. Et je pense que ça, c'est une des premières difficultés que j'aimerais soulever. Et la deuxième grande difficulté qu'on a traversée, qu'on traverse encore aujourd'hui, c'est que si un entrepreneur ne connaît pas ses limites, et là on rentrera sur un sujet beaucoup plus psychologique, mais si on connaît pas ses limites, on se casse la gueule. Et aujourd'hui, si on n'est pas accompagné psychologiquement dans nos projets et dans la difficulté d'entreprendre, et là, au-delà de parler de coaching et tout, c'est la psychologie, les gars, c'est connaître ses putains de limites. Parce que peu importe l'âge qu'on a, peu importe ce qu'on a vécu, moi, j'ai jamais vécu de choses hyper graves dans ma vie. J'ai tout eu pour y arriver et j'ai été ultra entourée dans ma vie. J'ai jamais eu de problème d'argent, j'ai jamais rien eu comme galère. Mais le jour où j'ai entrepris... j'ai compris que si je connaissais pas mes limites et que je les travaillais pas, que j'allais pas creuser au fin fond de moi, mais avec une psychologue que je vois une fois par semaine, mais j'y arriverai jamais. C'est trop dur. C'est trop de dur. C'est clair, tellement. Tu l'as tellement bien... effectivement, tu viens de m'envoyer une dose de vérité, d'énergie, de transparence par rapport à ça. Et le côté psychologique, on l'oublie beaucoup. Alors c'est vrai, on peut parler de coaching, de business, d'accompagnement, de tout ce qu'on veut, mais en tout cas, nous, c'est par là qu'on passe. En tout cas, au travers, nous, nos accompagnements, ce qu'on fait, on commence par la phase psychologique de l'entrepreneur, par la vision, par là où on veut aller, parce que en fait, si on n'a pas ça, déjà, on va nulle part ensemble, on n'ira nulle part, ni tout seul, ni ensemble. Donc c'est vrai que ça part de là, et effectivement, dans de galères que tu vis, du coup, au jour le jour, de comprendre qu'à un moment donné, oui, on a été performant encore une fois. Ce que tu as fait, ta fierté, là, l'achat de poule que tu nous as tous donné, sur un événement avec la cuisine de tes parents, etc. Je pense qu'on a pas mal de points communs sur le chemin de ce côté-là, donc c'est rigolo. Je me suis pas mal reconnue, mais en tout cas, c'est accepter de dire c'est pas parce que j'ai réussi ça que si je veux aller plus loin, je connais tout en fait. Et c'est vrai qu'on est un peu dans on a quand même beaucoup de résistance en France déjà de base, je pense, mais aussi dans ce milieu. Et je pense que c'est parce que on travaille fort et dur pour en arriver là où on veut aller. Et donc, dès qu'on te dit non, c'est pas ouf ce que tu fais, globalement, t'as un peu envie t'as ton ego qui en prend directement un coup, et et au lieu de dire ah oui, c'est de la bonne critique, ou de faire la part des choses entre la bonne, la mauvaise, parce que c'est vrai que des gens qui te donnent leur avis, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Par contre, des gens qui savent te donner un vrai conseil pour toi, je pense que c'est rarissime aujourd'hui. Qui écoute ta situation et qui te donne un conseil pour toi et pas pour lui ce qu'il aurait fait à ta place, quoi. Comme un parent qui, justement, quelque part, te donne un conseil, on en parlait hier. Mais complètement. Où t'es là, où c'est ultra frustrant, en fait, quand t'as ce genre de truc. Et ça, là-dessus, franchement, j'ai un exemple hyper concret. Et pour, du coup, revenir... faire la jonction avec Bistrobiz et pourquoi j'ai voulu te rencontrer. Mais pareil, c'est dingue. Genre, moi, j'ai énormément de potes. Là, dans ces moments un peu de difficulté où on se rend compte qu'on a atteint ses limites, que j'ai fait aussi... on a fait reposer notre business sur nous, cofondatrices. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, si je peux faire passer ce message à tout le monde, et on me l'a pourtant répété à peu près, je pense, 2200 fois, ne fais jamais reposer ton business sur toi. Et j'ai pas écouté, j'ai jamais voulu écouter. Et en fait, en me disant, non, mais je suis capable de le faire. Mais bien sûr que non. À un moment donné, même si je suis une nana qui dort 4 heures par nuit, quand tu gères 2 boîtes, que t'as le stress du quotidien, que t'es couteau suisse, que tu fais tout, que tu gères les événements, que tu gères ton resto, que tu te mets en cuisine, que tu gères tout, à un moment donné, ton corps, il a ses limites aussi. C'est clair. Et t'as même pas le temps de faire de sport et tout. Et t'as pas le temps. Au moment où les choses ont commencé à devenir un peu compliquées, où j'ai compris qu'on avait un peu atteint nos limites de gestion et d'organisation, il y a tellement de potes qui sont venus me voir en me disant « Mais attends, Louise, moi, je peux t'aider à revoir votre business plan, à remettre en place une stratégie. »
Et en fait, tous ces gens-là, et pareil, grand merci de vouloir nous aider et tout. Et il y a un peu un truc où tu dis, bah ouais, mais vous comprenez pas, en fait, la gestion opérationnelle, vous comprenez pas tout. Pareil, tes parents qui ont envie de t'aider, parce que moi, perso, j'ai des parents entrepreneurs, bah, ils ont tout le temps envie de me donner des conseils, ils ont tout le temps envie de m'aider, mais ils comprennent pas mon métier. Et je pense qu'on fait un métier qui est quand même particulièrement complexe, même si je dis pas qu'il y a pas d'autres métiers complexes, mais je pense que c'est vraiment un taf où ça mêle tout. Tu fais 14 métiers en un, à la fois faut être bon communicant, à la fois faut être un bon chef, à la fois faut être un bon logisticien, faut bien sourcer ses produits, enfin, tu dois tout gérer. Négociateur, tout. Exactement. Et c'est là où, bah, en fait, quand je me suis dit, mais en fait, ok, j'ai 150 000 gens autour de moi qui peuvent m'aider, mais je vois pas qui y a de profondément compétent pour me faire gagner du temps. Et c'est à ce moment-là où j'avais déjà vu plein de tes posts et tout, où je me disais, non mais pas du tout, ça me fout trop la flemme, ce genre de truc, etc. Et c'est ce que je te disais hier, à un moment donné, je suis tombée sur une vidéo où t'as dit un truc qui m'a trigger, en fait, qui a trigger un truc en moi de, bah, vous passez, je crois que c'était sur le 80-20, de vous passer beaucoup trop de temps dans l'opérationnel, et où je me suis dit, mais j'ai pas signé pour ça, quoi. Combien de fois je rentre chez moi le soir et je me dis, mais j'ai pas signé pour ça. J'ai pas signé pour être pieds et mains liés dans mon lieu où bah, je suis fatiguée, j'ai envie de passer du temps avec mes potes, j'ai envie de... La limite, par exemple, c'est que là, vous êtes deux, enfin voilà, mais là, aujourd'hui, t'as une associée, en tout cas, qui est fatiguée. Ouais. Et donc, finalement, on se rend compte qu'il y a peut-être eu un raté aussi à ce moment-là. Donc là, toi, tu te retrouves avec tout le poids d'un côté. Et au final, s'il n'y a pas un changement quelconque, bah, le chemin, c'est le même, potentiellement. Bien sûr, mais complètement. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte, on en parlait, enfin nous on en parlait hier, parce que effectivement quand on est des boules d'énergie comme nous, enfin voilà, on se dit effectivement c'est bon, ça va, je gère. Mais en fait le truc c'est que on le voit pas venir du tout. On est tellement forte, porteuse d'énergie qu'on porte tous nos projets avec cette énergie-là. Sauf qu'à un moment donné, s'il y a un petit coup de béquille, en fait, on peut ne plus avoir envie de vivre le lendemain, quoi. Non, mais c'est exactement sans partir ça. dans des extrêmes, en mode on n'a plus envie de vivre du tout, mais dans le côté où c'est dur. Là, ça devient très dur. Ne plus te réveiller le matin. Ouais. Ne plus avoir envie de te réveiller le matin. Et là, c'est cette histoire de limite dont je parle. Mais en plus, quand on est deux, ou entre guillemets, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est de notre faute à toutes les deux. Hein. C'est de pas s'être assez écouté, de pas. Et moi, je sais très bien que si je continue comme ça et si je trouve pas des solutions drastiques rapidement, il pourrait m'arriver la même chose. Donc, et pareil, c'est un témoignage que je veux donner à cœur ouvert à tout le monde, mais ça peut arriver à n'importe qui. Mais il faut pas se croire invincible parce qu'on ne l'est pas. Et franchement, honnêtement, je suis quelqu'un qui a une grande résilience et beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Et je pense qu'on me définit vachement comme ça aussi. Et aujourd'hui... Ça se ressent. Ouais, mais ça atteint aussi ses limites. C'est que moi, quand on me dit... Ouais, mais vous êtes trop forte et tout, je dis mais je suis pas trop forte, les gars, j'en chie de ouf. Oui, c'est clair. Non mais c'est vrai, genre je pense qu'il faut accepter aussi clair. De parfois montrer que non, tout va pas toujours bien. Non, c'est pas facile. Totalement. Mais ça, j'en parlais avec une restauratrice, ou même pas qu'une d'ailleurs, ou pas qu'un. Mais la femme, elle est pas mal dans ce truc-là de... Même si on a du mal à cacher nos émotions, qu'on est sincère dans la vie, mais en tout cas, il y a ce masque quand même qu'on porte en mode on gère. Et on n'a pas le choix. Et on n'a pas le choix. Bien sûr, bah, comme tu dis, les équipes, en plus, on est le visage. Enfin, toi, peut-être un peu moins d'équipe, mais dans le sens où on est quand même le visage de tes clients, de plein de choses. Donc, tu dois toujours dire tout va bien, les gars. En plus, t'es dans un milieu où tu vends ça. Tu vends le plaisir, tu vends la joie, tu vends tout ça. Donc, bon, on va pas tirer la gueule, sinon ça sert à rien. On est commerçants. Enfin, c'est agressif quand, oui, il y a des matins où, comme tout le monde dans la vie, relou, tu restes très bien voilà, au fatigué, fond de ton lit, quoi. envie de tirer la gueule. Voilà, ça arrive en fait à tout le monde. Et je pense que c'est ça, on s'en rend pas assez compte. Je pense qu'on tasse. Hein, non, je vais pas dire France, je pense que c'est de façon générale, genre on tasse, on sous-estime. On sous-estime l'impact du faire semblant. Et on fait beaucoup trop semblant que ce qu'on ne le pense. À mon sens, c'est que mon humble avis. Et c'est vrai que ça manque cette authenticité aussi sur la table, ça manque le fait de pouvoir oser dire les gars ça va pas, ça manque la confiance de à qui je le dis, pourquoi je le dis, est-ce qu'on va vraiment m'écouter, que ça va pas me retomber sur la gueule, etc. Tout ça. De dingue.
Et en fait, je pense que c'est là, aujourd'hui, où si on devait tirer sur une ficelle, bah, les gars, l'humain, déjà, enfin voilà, l'humain, il recrée des liens, et l'entraide, et ouais, l'apport de services mutuels, ça, c'est pas un souci. Enfin voilà, il y a rien de malsain là-dedans. Et on Ouais, y va, quoi. puis, et tu vois, sur ce que tu es en train de dire, je pense qu'il y a un truc, alors c'est vraiment, je pense, très particulier à Paris, mais parce que je maîtrise pas du tout les autres villes de France, même si je pense que ça se retrouve un peu dans toutes les grosses villes. Mais nous, depuis qu'on a monté notre activité et nos 2 activités, moi j'ai toujours eu, et on a toujours eu avec Lucie, ce mantra de dire, nous, on voit personne comme des concurrents, on est tous des confrères et consoeurs. Et à un moment donné, de se dire, bah, quand je peux pas prendre un projet, plutôt que de dire oh là là, il m'a volé mon projet. Non, on se donne nos projets, on met en place des solutions de business aussi pour se dire Complètement. bah, quelle solution on trouve pour que je perde pas un client, mais que aussi j'ai ma petite commission d'apporteur d'affaires pour y gagner au change, entre guillemets. Donc il y a plein de choses comme ça dans lesquelles on a aussi beaucoup peur de parler d'argent, je trouve, dans nos métiers. Ou la restauration, moi, combien de fois j'ai l'impression que j'ai des clients qui pensent qu'on part le soir avec la caisse sous le bras et que je vends un plat à 35 balles, je repars avec 35 € dans la poche. D'ailleurs, c'est pas 35 €, mais bref, c'était pour l'exemple. Mais c'est vrai que c'est hallucinant parce qu'on se rend pas compte, les gens ne se rendent pas compte. Au-delà d'avoir aussi ce côté de devoir tout le temps sourire et tout, on a ce côté où on doit éduquer les gens en permanence. Ouais. Et ça, je voudrais donner des exemples hyper concrets. C'est quand les gens négocient les prix ou quand avec le traiteur, on va dire « Ah non, mais c'est hyper cher. Ah non, mais le personnel, c'est super cher, etc. Ah non, mais la vaisselle, c'est hyper cher et tout. » À un moment donné, si les gens veulent un service, on se rend compte aussi qu'on est dans une ère où, dans la restauration, les gens veulent plus bosser parce qu'ils sont mal payés, parce qu'on fait des boulots de chiens, parce qu'on doit être debout toute la journée, qu'on n'a pas, comme dans le BTP, une prime de pénibilité dans nos métiers. Et ça, on avait été discuter un jour avec l'ancien président du GHR, avec qui on avait discuté de ces sujets et qui nous avait un peu rionné, quoi, en nous disant « Mais vous êtes trop mignonne, mais vous vivez dans le monde des bisounours. » Et au fond, là, je me dis, mais non, on vit pas dans le monde des bisounours. Aujourd'hui, c'est normal de vouloir être payé à la hauteur de ce qu'on fait, à la hauteur de la pénibilité de notre travail. Tout ça, ça a un prix. Il faut l'expliquer aux clients, comme quand on fait des bons produits, que tout est fait maison, que non, mes fonds de tartelettes, ils sont pas surgelés. Non, je les achète pas chez Métro. Non, c'est pas de l'industriel et tout est fait maison. Alors ouais, je me fais chier à faire mes fonds de tarte. Ouais, je me fais chier à faire toutes mes crèmes, mes machins. Mais c'est du temps. Le temps doit être valorisé aujourd'hui. Exactement. Donc mais c'est très dur parce que déjà quand on est entrepreneur, et ça c'est plus des discussions que j'ai aussi avec d'autres copains qui ont monté leur boîte, où on a vachement de mal à mettre un prix sur notre temps, à se dire totalement. Mais non, je peux pas vouloir me payer 50 balles de l'heure, je suis complètement folle. Je vous parle de 50 € brut de l'heure. Ouais, c'est normal en fait. À un moment donné, on a tous besoin, comme tout le monde, de vouloir gagner notre vie, de vouloir avoir un toit, vivre décemment, partir en vacances. Enfin, ça me semble pas être des choses indécentes. Je parle pas de prendre un hélico pour partir en vacances. Je parle juste de pouvoir m'octroyer 2-3 fois dans l'année un petit week-end, me faire aussi un resto avec des potes. Et quand même, t'aurais envie de prendre un hélico, j'ai envie de te dire. Non, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste, même sur le minimum des choses, parfois les gens se rendent pas compte, quoi, qu'on a aussi envie d'avoir la même vie que tout le monde, même si on est entrepreneur, et que oui, en effet, ça demande des concessions, ça demande de travailler peut-être parfois un petit peu plus. Entrepreneur, je pense qu'on veut même plus que les autres. On a de l'ambition, on est locomotive de commerce, on est locomotive de l'économie, enfin voilà, je veux dire, il faut avoir un peu plus de niaque que justement le fait d'être dans des carcans, quoi qu'il en soit. Et on travaille 15 fois plus. C'est clair, on travaille 15 fois plus au démarrage. Et alors, restaurateur-entrepreneur, je pense que s'il y avait l'entrepreneur était fou de base, l'entrepreneur-restaurateur, effectivement, on est parmi les plus fous, je pense, en tout cas. Et effectivement, sans parler des autres métiers, enfin, il y a probablement des métiers qu'on connaît même pas, qui existent et qui sont tout aussi dingues. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire. Et parlons concrètement, tu vois, d'heures de travail et de rapports temps passé, argent gagné. Toi, tu bosses combien d'heures à peu près par semaine En tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, 2e année BistroBiz, je ne compte même pas les heures. Il y a un peu ce truc, ce mythe, je trouve, aujourd'hui. Alors, je sais pas si ça vient un peu de... on gagne 5 000 € en faisant... je sais pas quoi, sur des applis, ou devenir millionnaire à 25 ans en faisant telle formation de coaching, enfin, peu importe ce qu'on veut te vendre tous les jours. Mais l'entrepreneur, c'est un passionné, c'est un obsédé.
il passe des heures sur son projet à penser, parce que c'est pas parce qu'il travaille dans l'opérationnel ou pas dans l'opérationnel, il travaille tout le temps dans sa tête, en tout cas. Parce qu'il l'œuvre. Le mot travail, il va même pas avec ça. Après, oui, l'objectif, c'est pas de faire ce que moi je fais sur ces 2 premières années ou ce que toi t'as fait sur les 3 premières années tout le temps. Parce que c'est pas viable et je le sais. Donc, l'objectif d'un entrepreneur, c'est de se dire, OK, là, je donne tout, ou là, je suis en phase de rush. C'est quoi la date limite? Je me la donne. Et sur cette date limite, quel est mon objectif précis que je veux avoir atteint? Et donc là, je peux avoir un vrai chemin. Mais c'est pas je me donne, je sais pas où je vais, on verra quand ça marche, quoi. Et Ouais, c'est là où mais souvent... c'est là où ça me fait... Enfin, c'est exactement ce que moi, je vis en ce moment. Et j'aime beaucoup la phrase que tu dis et dont j'avais pu déjà discuter avec toi hier et avec des anciens de Bistrobiz. Mais c'est le fait d'avoir une ligne d'arrivée. En fait, aujourd'hui, quand on a la tête dans le guidon, qu'on fait 250 000 trucs à la fois, où on dit oui un peu à tout, on veut aider tout le monde, etc. Mais moi, aujourd'hui, je prends du recul. Je me dis, mais où est ma ligne d'arrivée? Même si j'ai beau être quelqu'un d'hyper ambitieux, j'ai envie de tout défoncer, bah, par moment, je prends une seconde de recul, je me retire en arrière et je me dis, mais je vais où? Je vais où? Je n'ai pas de ligne d'arrivée. Alors, j'ai plein de ressources pour y arriver, mais je sais pas où je vais. Non, mais c'est là où, quand le moment où j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais merde. Là, on a la petite crise d'angoisse, généralement, à ce moment-là. Pas une crise d'angoisse, mais je me suis quand même dit, là, va falloir agir très vite. Mais là, on en revient au truc de la limite, parce que je pense que, pour le coup, je suis quelqu'un qui connaît pas trop mal mes limites. Donc, je me pose souvent des questions, tu vois, quand je me couche le soir, je me dis souvent, OK, aligné, pas aligné, ça va pas. Et puis, le moment où tu vas pas bien, où tu sens que t'es pas bien, sans attendre le moment d'écroulement et tout, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est là où je me suis dit, mais en fait, là, il me manque une ligne d'arrivée. Comment est-ce que j'atteins? C'est quoi ma ligne d'arrivée? Je ne sais pas. Et il peut y en avoir plusieurs, en tout cas. Sache qu'il doit y en avoir plusieurs. C'est-à-dire qu'il faut on a tendance à vouloir rêver d'une grande ligne d'arrivée. Tu as une vision. Déjà, au démarrage, il y a une vision, mais en plus de ça, elle évolue aussi. Elle prend des ampleurs que tu n'avais même pas prévues. Donc, les visions, il faut les revoir en permanence parce qu'elles évoluent. Enfin, notre vision évolue, donc il faut la revoir en permanence. Mais en tout cas, il faut plusieurs lignes d'arrivée, il faut des petits objectifs parce que c'est ça qui aussi nous permet de nous mesurer un petit peu et nous permet de dire, ah bah ouais, en fait, cet effort a valu quelque chose parce que j'ai atteint cet objectif-là. Et une fois qu'on a atteint un premier palier, bah là, c'est OK, bah du coup, de qui et de quoi et de combien ou quoi j'ai besoin pour déjà me dégager de nouveau un petit morceau de mon temps sur ce qui n'est pas ma zone de génie et qui va aller activer un levier de temps, d'argent et de performance derrière. Et en fait, c'est ça qui va être les petites étapes aussi plus satisfaisantes quand tu commences à avoir tout un département, entre guillemets, si on veut parler avec des grands mots, tu vois, se construire. Mais en soi, même sur des petits business, il faut penser son entreprise en département. Mais parce que en fait, t'as un département service, t'as un département achat, t'as un département, tu vois, genre marketing, exactement. T'as un département suivi client aussi. Enfin, tu vois, genre et pas juste service pur et dur. Donc, en fait, qui rentre dans la délivrabilité de tes services, quoi qu'il en soit. Et tout ça, il faut que tu arrives à le découper parce que c'est ce qui va te permettre de découper, de comprendre toutes tes tâches là que tu fais un peu de façon... Allez, attends, il y a un fournisseur qui vient de passer. Attends, alors du coup, je vais aller... c'est bon, la cuisine, ça se passe. Alors, oui, bonjour monsieur, vous voulez... Non, on n'est pas encore ouvert. Enfin, tu vois, ce genre de choses. En fait, on passe du coq à l'âne. Et moi, il y a un truc, je m'en suis rendu compte parce que quand j'ai fait ce que je fais avec Bistrobiz, je suis restauratrice de base. Et je me suis rendu compte que la concentration était un vrai problème. Ah ouais. Et pourquoi? Parce que, en fait, on a été conditionné pour ne pas réussir à se concentrer. On est dans un environnement, déjà tu vois les bureaux des directeurs, même dans les grands groupes, qui se trouvent juste devant les toilettes du staff, tu vois, avec une imprimante à 40 degrés, donc tu passes ta vie sur le comptoir. Hein. Sauf que sur le comptoir, tu passes ta vie à être dérangé. Ouais. Et en fait, du coup, t'es entre tes emails, la vis du parasol qui est cassée, tout ça, et donc t'es conditionné. Et effectivement, à chaque fois, je me suis rendu compte, à mes premiers accompagnements au restaurant, que j'avais beaucoup de mal à rester sur un sujet avec un restaurateur, mais lui comme moi. Hein. Il a fallu que je travaille sur moi aussi, hein, pour encadrer. Bien sûr.
Parce qu'autant j'avais la structure d'un restaurant, ça j'ai appris à l'avoir, parce que j'ai structuré mes briefings, parce que j'ai structuré tout ça, parce que j'ai eu beaucoup de personnel, donc j'ai pas eu le choix. Mais si on sait pas à quoi appartient la tâche, en fait, on peut pas organiser nos journées de manière focus. Et il y a une phrase qui dit, voilà, si tu fais une chose, les gens qui disent, non, mais t'inquiète, j'arrive à faire plusieurs choses en même temps, c'est pas vrai, en fait. Scientifiquement parlant, ce n'est pas vrai. Oui, ça t'empêche pas d'être OK avec le fait de faire plusieurs tâches, mais tu seras jamais excellent si tu fais plusieurs tâches. Tu ne seras jamais en écoute hyper active si, tu réponds à un message en même temps et que ton pote te dit non, mais je t'écoute. Non, mais c'est clair. Et ça, moi, ça résonne énormément ce que tu dis. Et je me rends compte, par exemple, depuis qu'on a le resto, où avant, je bossais de chez moi, maintenant, je suis tout le temps au resto et je bosse au resto, je suis constamment dérangée, mais constamment. Et je n'arrive pas à faire mes tâches de manière hyper efficace, proactive, là où je suis quelqu'un de plutôt discipliné et quand même relativement bien organisé, en tout cas dans mon travail. Je me rends compte que depuis que j'ai le resto, par exemple, c'est un énorme problème. C'est un truc où je me dis, mais il faut absolument que je me prenne un bureau. Parce que même de travailler chez soi, c'est pas forcément la meilleure des choses. Mais bon, après, on en vient sur des questions d'argent et de se dire... Au début. Mais il faut une date limite. Mais je sais que là, par exemple, si dans 4 mois, j'ai pas un vrai bureau, enfin c'est pareil, ça tient pas la route, tu vas pas imprimer tes trucs chez le mec du coin. Et puis en plus, c'est pas possible. Il y a un côté un peu malsain de travailler chez soi, hein, dans le sens où tu poses jamais. Alors déjà que c'est difficile pour un entrepreneur de poser, alors un entrepreneur qui travaille de chez soi, c'est encore plus difficile. Parce que t'es entre en gros ton salon, ton lit, t'as ton bureau... donc tout est mélangé. Donc en fait, il n'y a plus aucune limite. Là, déjà qu'il y en a très peu, il n'y a plus aucune limite de ce côté-là. Et j'ai envie de dire, c'est connaître sa limite, c'est aussi ça, c'est de se dire quand est-ce que j'ai vrillé. Moi, quand je tournais comme tout le monde, on commence quelque part, tu tournes toutes tes vidéos chez toi, il y a un jour où je me suis dit, je peux plus. Et dans ma tête, je pensais ne pas encore avoir les moyens de faire autrement. Mais là, à ce moment-là, j'ai créé la possibilité de me dire non. C'est fini. Mais on se met aussi beaucoup de barrières. Tu vois, moi, je me dis, je repousse le moment à chaque fois en me disant... Bah non, mais tu peux pas encore le faire. Non, mais c'est bon, t'es une toute petite entreprise pour l'instant. T'es seule, machin. Bah non, mais en fait, t'as besoin d'être dans des conditions de travail aussi. C'est qu'à un moment donné, pour être bon, il faut aussi se mettre dans totalement. des conditions. Et des conditions, ça demande... Déjà, pour moi, la rigueur et la discipline, ça s'apprend. Et même si ton projet, il évolue, moi, je me rends compte que ma discipline, elle est plus du tout la même qu'au début de mon projet, hein. Parce que tu rentres aussi dans une zone de confort, et on en parlait au début, où en fait, c'est tout le temps se rappeler à l'ordre de je vais où, et on en revient sur ce que tu disais aussi tout à l'heure, de réajuster sa vision en permanence. En fait, tu as atteint un objectif, on revoit un nouvel objectif, une nouvelle vision, et on réitère et on réajuste, mais en permanence. Ouais. Et quand t'as la tête dans le guidon, tu peux pas le faire. C'est et clair. c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je t'ai contacté en me disant comment est-ce que rapidement, moi j'ai besoin de concret, de rapide, de choses qui soient... en fait, moi j'ai compris un truc, et je pense que ça c'est dans mon caractère, et dans le caractère de beaucoup de gens comme nous, mais je pense qu'on est des gens, on a besoin d'un retour direct sur investissement de notre énergie. Et moi, c'est ce que je recherche aujourd'hui. En fait, c'est mon énergie, elle a un prix. Mon temps, c'est de l'argent, et qu'aujourd'hui, j'ai envie de gagner beaucoup de temps pour pouvoir me faire économiser beaucoup d'argent, et surtout pouvoir pousser mon projet beaucoup plus loin, et ne pas tomber dans un truc négatif, quoi. Ouais, je pense que tu en es au stade où tu comprends que là, c'est où tu dépenses ton énergie, ton temps et ton argent, où tu l'investis. Complètement. Et pour moi, ça, c'est une vraie... moi, cette réflexion-là a vraiment changé ma vie. À me rendre compte... Et après, il y a des codes qu'on fait naturellement, comme le fait de pas... Il y a des fois où on n'a aucun mérite. Comme moi, d'avoir eu beaucoup d'équipes jeunes. J'ai eu aucun mérite d'apprendre à déléguer au premier degré. On en parlait hier, etc. C'était une opportunité, et t'as saisi une opportunité. Par contre, il n'y a pas de chance. Hein. Après, on pleure pendant 3 ans et on trouve des clés et on devient expert ou experte en la matière. Et à ce moment-là, dans la suite logique de la vie, on a envie de transmettre. Et c'est vrai que des fois, on a du mal à le comprendre et à le concevoir. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si j'avais un restaurant, personnellement, j'aurais du mal à vous accompagner. J'en profite pour répondre à quelques commentaires un peu cinglants. Mais en tout cas, ouais. Non, je pense que t'es au bon moment. Et on n'est pas encore, pour tout vous dire, encore une fois, on s'est rencontrés hier, on est au podcast aujourd'hui. Vous pouvez le voir. Il y a des petits dérapages, mais qu'on aime bien prendre aussi, et qu'il faut prendre, parce que c'est la vie aussi. Et justement, est-ce que quelque part, tu te sens rassuré un petit peu de cette envie? Alors, je sors pas la grande artillerie du podcast à tout le monde, hein.
J'en doute. Je tiens à te le dire. Non, mais déjà, je pense que la première chose que j'ai faite et qui m'a énormément rassurée, c'est d'appeler des gens que tu as accompagnés. Et pour moi, c'était ça, c'était ce dont j'avais besoin pour être vraiment sûre de vouloir ne serait-ce que te rencontrer aussi. Et vraiment, les retours que j'ai eus étaient tellement incroyables et tellement concrets, et de gens qui ont un business tout à fait similaire au mien. Et je dois dire que ça, déjà, pour moi, c'est le meilleur... c'est les meilleurs retours qu'on puisse avoir, parce que t'as beau lire des trucs, même des avis clients et tout, parfois, on sait pas, en fait, à qui on a affaire. Et je suis désolée, Cindy, mais c'est vrai, on est aussi perdu, tu vois, dans un marasme, ou que ce soit dans les outils qu'on utilise dans la resto, dans tout ce qu'on peut trouver sur Internet aujourd'hui, il y a beaucoup de merde. Et on n'est jamais sûr de ce qu'on a. Et on a toujours l'impression qu'on va se faire berner. Enfin, en tout cas, moi, j'avoue que je suis quelqu'un de relativement prudente. Et à partir du moment où tu as des retours humains, et on en revient à l'humain et à l'entraide et à se faire des retours de la vraie vie, hein. On parle in real life, mais quand on a des vrais retours d'humains qui ont eu affaire à tes services et de personnes, merci Marie pour le temps que tu m'as consacré au téléphone, mais je dois dire que ça a vraiment tout changé, quoi. Je me suis dit, mais en fait, j'ai trop envie de te rencontrer, j'ai trop envie de rencontrer aussi d'autres gens qui ont eu affaire à toi, eu affaire, c'est très négatif, mais qui ont utilisé les services de BistroBiz pour avancer dans leur projet. Et encore, ne serait-ce que la fille que j'ai croisée quand je suis arrivée pour faire le podcast, Pauline. qui est Pauline, qui a un resto et qui utilise aussi la communauté BistroBiz, en fait, et puis l'énergie que tu communiques aussi et que tu dégages quand on te rencontre, honnêtement, on sent que t'es une fille authentique qui parle ultra vrai. Et moi, personnellement, c'est tout ce qui me parle, quoi. C'est tout ce dont j'ai envie et tout ce que je recherche aujourd'hui dans mon projet. Donc, je suis pas encore accompagnée par BistroBiz, mais ça ne saurait tarder. Et j'avoue que tu parles, c'est du concret, on perd pas de temps. Non, moi, je vais te donner des templates, on s'est personnalisé. À la fois, tu sens que c'est quand même processé, on sent que t'es entouré de gens qui sont certainement meilleurs que toi aussi sur certains sujets. Tout à fait. Et t'es aussi, je trouve, quelqu'un de hyper humble et qui parle de ses galères comme de ses réussites et de manière franche et assumée. Et je dois dire qu'aujourd'hui, c'est des choses qui, moi, personnellement, me parlent profondément, quoi. Merci, parce que pour le coup, je suis extrêmement touchée de l'entendre en plus comme ça. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment un live, mais presque. Donc, merci beaucoup de le dire comme tel. Et vraiment, en tout cas, c'est clair que ça me fait plaisir, et je travaillerai, je pense, fort encore pour ne pas enlever ça. Et pour ne pas être la personne en haut de sa tour qui va aider des restaurateurs en galère, quoi, globalement. Ouais, non, mais pour moi, n'a aucun sens. On est tous humains, on fera peut-être pas d'erreur, il y aura peut-être des ratés, il y aura peut-être, voilà. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on s'implique énormément, ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'on s'implique énormément dans vos affaires, quoi. Ouais, puis après, le but, c'est pas non plus de faire le boulot à notre place, tu vois. Moi, c'est personnellement pas ce que on j'attends. Pourra même pas. Exactement, et qu'à un moment donné, dans la vie, on n'a rien sans rien. Il faut se donner aussi les moyens. Encore une fois, quand on est face à des galères, faut trouver des solutions. Peut-être que ce sera d'ailleurs pas la bonne solution, mais en tout cas, ça me coûte rien d'essayer. Et puis franchement, j'ai hâte de découvrir tout ce que je peux apprendre, et je suis sûre que j'ai des milliers de choses à apprendre, parce que, pareil, je voudrais rappeler un truc qui est important, mais on a beau avoir fait, personnellement, j'ai fait 5 ans d'études, des études vraiment focus entrepreneuriat et tout. Mais en fait, c'est la vie, quoi. Et on a tout le temps besoin de se former. Et pourtant, je me suis vraiment spécialisée là-dedans. Mais j'ai encore tout à apprendre. On se rend compte qu'on connaît rien. Mais on ne connaît rien. Et t'as beau avoir fait une bonne école, un bon machin, mais ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est cool ce que tu dis, parce que là, on rentre un peu dans ces phases de incompétence inconsciente, compétence consciente. Tu vois, t'as des niveaux comme ça à sortir. Et justement, et à faire monter en permanence, et ensuite à transmettre pour faire exactement la même chose chez les autres. Exactement. Et d'aller trouver sa zone de génie. Et j'aime bien ce que tu as dit là-dessus pour peut-être un peu conclure sur cette... Ta ligne d'arrivée, à mon sens, elle est là. Ouais, c'est ça, mais là, c'est ça. Tu vois, je viens de me le dire là. Hein, c'était dans le sens où c'est ta zone de génie quand t'es dedans. Tu sais, on parle souvent de l'ikigai dans l'entrepreneuriat, etc. Trouver son ikigai, c'est vraiment de se dire, voilà, en quoi je suis doué, de combien j'ai besoin pour vivre. C'est un cheminement comme ça, du d'être au cœur de ce dont le monde a besoin, ce dont j'ai besoin. Tu vois, ce dont en quoi je suis doué, tout ça, voilà, de son why.
mais là où tu te sens utile aussi. Enfin, tu vois, voilà, dans tout ce truc-là, c'est ce doux centre entre tout ça. Et en fait, ta ligne d'arrivée, elle est quand tu te sens le plus, je pense, épanoui possible. Et donc, en plus de ça, la vie étant évolutive, ça changera. Bah, ça change. Exactement. En fait, c'est de se dire, voilà, moi, j'étais très bonne dans le management des équipes. Aujourd'hui, je préfère avoir des directeurs opérationnels qui m'épaulent dans le management de mes propres équipes parce que j'estime que ma zone de génie, elle se trouve ailleurs aujourd'hui ou qu'elle a besoin d'aller voir ailleurs aussi. Bien sûr. Donc voilà, et que par contre, justement, je préfère être aussi peut-être concentrée sur la délivrabilité encore parce que je suis proche des gens, parce que je suis proche du terrain, parce que c'est de la ressource énorme. C'est là où on sait comment on veut aider, comment on peut, tout ça. Que si je suis dans le business des autres, je peux pas être dans le mien. Donc en fait, quand bien même je serais douée à faire ça, il faudrait que j'y passe ma vie pour le faire, quand même en étant douée. Donc vu que je peux pas la passer, il faut que je choisisse où j'ai envie de passer ma vie et où je pense qu'il y a le plus d'impact. Comme me dit mon père à peu près tous les jours de ma vie, c'est tu peux pas mener tous les combats. Exactement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très juste. Et faut avoir aussi l'humilité de reconnaître qu'on peut pas tout faire, on peut pas être partout. C'est clair. Et que, bah voilà, il faut aller... Enfin, vraiment, je souhaite à chacun... moi, personnellement, je l'ai pas encore trouvé. Je sais que j'en ai une et je sais que j'en ai plein. Mais c'est vraiment d'essayer de trouver sa zone de génie, quoi. Et une fois qu'on l'a trouvé, je pense que, comme tu dis, c'est évolutif et ça changera forcément parce que les expériences de la vie... Bah, ça fait un petit truc à l'intérieur de soi, tu vois. Tu te dis, waouh, je me lève le matin avec une énergie nouvelle. Mais tu vois, parce qu'avant, je pense qu'au début, t'as la niaque, t'as la passion, t'as tout ça. Mais t'es pas encore, tu t'apprends. Enfin, tu vois, c'est pour ça qu'il y a un âge qu'on pourra jamais enlever aussi dans la vie. Enfin, tu vois, on parle de maturité, on parle de tout ça. Tu peux être ultra mature dans ta tête, c'est certain. Mais tu vois, je pense qu'il y a vraiment ce truc aussi de tester. Faut tester, en fait, aussi. Et faut se casser la gueule. Faut se casser la gueule, faut tester, faut tout ça. Et c'est vrai qu'arriver à un moment donné où tu vas avoir ce truc de... Ouais, il y a une descente où là, tu perds sens. Je pense, pour vraiment trouver là où tu vas, où justement, tu dois perdre ton sens. Enfin, tu vois, il doit se passer un truc comme ça. Bah, bien sûr, et ça, pareil, on nous le dit tout le temps. T'entends toujours des mecs se dire, ouais, faut trop se casser la gueule pour savoir où tu vas et tout. Puis toi, tu dis, ouais, c'est bon, on n'est pas tous obligés de se casser la figure. Mais si. T'es obligé de te casser la figure ou du moins d'avoir une phase comme ça. Par contre, là où on est un peu bête parfois, c'est qu'on faut pas rester enfant toute notre vie à dire justement, non, mais j'écoute pas les parents, entre guillemets, tu vois. Bien sûr. C'est là où, pour le coup, le côté mentorat, quand tu arrives dans une partie adulte, business et compagnie, tu dis, bah oui, là, en fait, il y a des gens, ils ont déjà fait des erreurs. Il va falloir que je me plante sur d'autres. Mais tant qu'à faire, on va gagner un peu de temps et d'argent, quoi. Exactement. Parce que les erreurs, elles peuvent coûter très cher. Mais autant sur la santé que la vie, enfin tout. Le couple, là, tout est impacté. Ouais. Donc feu. Donc en tout cas, j'espère que ça me donne envie de continuer ce que je fais. Ça, c'est certain. Merci pour ça. Et puis, en tout cas, au plaisir ou pas, mais quand bien même, voilà, pour X raisons, tu nous rejoindrais pas ou tu nous rejoindrais peut-être même plus tard. C'est au moment aussi, il faut que ce soit sain à l'intérieur de soi. On sera jamais pushy de ce côté-là non plus parce qu'il faut que ce soit le bon moment pour vous. C'est à partir de là que nous, on va pouvoir peut-être, si en tout cas il y a un peu de magie dans l'histoire, c'est que comme ça qu'elle pourra se créer. Bah écoute, j'ai hâte et je suis sûre qu'on pourra faire plein de choses ensemble, de quelque manière qu'il soit. Mais merci beaucoup et franchement, c'était une très belle rencontre. Et j'avoue qu'on a rarement le temps de passer autant de temps à discuter avec des gens dans nos vies de fous, mais que parfois ça fait du bien de parler avec des gens qui comprennent un peu ce qu'on vit ou qui ont vécu les mêmes choses que nous. Donc voilà, je pense que c'est peut-être mon petit mot de la fin, ce serait de partager aussi avec les gens de n'ayez pas peur de dire aux autres quand ça va pas, n'ayez pas peur de demander de l'aide. En fait, c'est comme répète aussi mon père très souvent, on n'a jamais l'air con à refaire 3 fois sa manœuvre, mais à un moment donné, c'est quand on est en galère, faut demander de l'aide. Et faut refaire, faut aller chercher de l'aide, faut demander de l'aide. C'est hyper important. C'est clair. Je ne peux qu'être d'accord avec toi. Et essayer, en tout cas, en plus de ça, de ressentir. Enfin, je pense qu'on est doté de tripes dans la vie. En vrai, quand on te dit « Ah, je me suis planté, je me suis fait bien avoir », on le savait. Si on avait écouté vraiment son feeling. Donc, si on ressent que c'est cool et qu'il y a un bon feeling, je pense qu'il faut aussi savoir s'écouter. Et aussi comprendre qu'il y a des gens qui sont faits pour collaborer ensemble, d'autres non. Et c'est OK.
On ne peut pas plaire à tout le monde et on ne pourra pas aider tout le monde, en tout cas nous de notre côté, et tout le monde ne pourra pas nous aider non plus. Enfin voilà, il faut vraiment trouver le bon moteur au bon endroit. Et il faut prendre la peine de se dire, de ressentir et de dire ouais, je pense que c'est ça. Et puis oui, il y a une zone de risque. Mais bon, bien sûr, mais encore une fois, quand on est entrepreneur, on aime prendre des risques aussi. Hein, aussi, on sait pourquoi exactement. on a signé. Puis t'apprendras toujours quelque chose, quoi qu'il en soit. Même si c'était un raté, j'ai envie de te dire que t'apprendras de ce raté, donc forcément. Bien sûr. Donc voilà, on sait jamais, sauf à moins que le raté coûte 2 millions d'euros et que ça t'envoie au fond du trou, d'accord, mais voilà, quand dans ta croissance, généralement, tu as investi au niveau de ce que tu as à ce moment-là pour investir. Bah, bien sûr. Et sinon, c'est que tu prends des Sinon, risques c'est que t'es inconsidérés. ouais. Sinon, c'est que c'est un peu bancal. Faut éviter. Et c'est certainement pas ce que nous, on te conseillera de faire, même pour prendre un billet, quoi, en tout cas. Ouais. Ça, c'est clair. Bah, merci. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que ce podcast était totalement improvisé, je le rappelle. Non pas parce qu'on en a honte, loin de là, au contraire, mais parce que c'est le moment de mettre un petit like sous cette vidéo si vous avez justement été inspiré par l'histoire de Louise et par cette rencontre. Et si vous en voulez plus, des podcasts improvisés comme ça. Donc merci. Et d'ailleurs, aussi suivre, j'en profite, la Maison des Michel, Nomade, aussi sur Instagram. Et que si on a un super événement à organiser, vous pouvez faire appel à notre service de traiteur. On se déplace partout en France. En plus de ça, c'est un peu comme Miss ça. En tout cas, on a plein de synergie. C'est ça, exactement. Et rendez-vous au prochain épisode de Tomato Talks. Merci beaucoup.